CNews, il est 8h17, bienvenue à tous. Laurence, vous recevez ce matin Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour, bienvenue sur CNews. Pas de confinement, c'est le pari qu'a pris Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a eu raison de ne pas mettre le pays sous cloche? Vous demandiez des alternatives au confinement, vous les avez? Je ne sais pas si on a des alternatives au confinement. Pour le moment, on n'a pas de confinement en tant que tel. Le chef de l'État a choisi de temporiser un peu. Pour tout vous dire, moi, je ne sais pas s'il pourra véritablement, vu la situation que nous avons sous les yeux, éviter ce reconfinement-là. C'est à lui d'en décider avec les éléments qu'il a sous les yeux. En revanche, ce dont je suis sûr, et ce que nous disons depuis un moment, c'est que si l'épidémie dure, et il semblerait que c'est ce qui va se passer sans doute, alors on ne pourra pas simplement faire vivre le pays au rythme des confinements, des déconfinements, des reconfinements et des couvre-feux. Nous avons proposé il y a quelques mois, déjà au mois de novembre, un plan complet d'alternatives au confinement qui est à la disposition du gouvernement. Il s'agit de créer les conditions de permettre que la vie reprenne du mieux possible et dans tous ses aspects. Par exemple, alors, par exemple, notre idée, c'est d'associer à la fois un renforcement strict des protocoles sanitaires et d'y mettre des moyens. C'est un défi logistique. Et nous avons proposé d'organiser une société en roulement, par rotation. Prenez l'exemple du travail, on pourrait imaginer que si on diminuait par exemple d'une demi-heure le temps de travail dans la journée, on pourrait organiser le fait que les salariés n'arrivent pas au même moment, ne repartent pas au même moment. On pourrait coordonner ça avec les réseaux de transport des villes concernées et faire en sorte que l'on ne soit pas... étaler ça dans le temps. Exactement. On pourrait imaginer le faire aussi à l'école, Laurence Ferrari. Imaginez qu'on puisse véritablement dédoubler les classes. Il y a certains pays, regardez par exemple ce qu'a fait l'Italie. En Italie, ils viennent de recruter 84 000 personnes, professeurs, pour suppléer les professeurs déjà présents et dédoubler les classes. Pourquoi ne pas le faire en France? On embauche combien, nous? On pourrait recruter 100 000 jeunes, par exemple. Imaginez par exemple... Mais sans formation, en les formant avant? Regardez tous ces étudiants. Prenez l'exemple d'un étudiant en licence d'histoire qui pourrait très bien aller accompagner un professeur d'histoire. On dédoublerait les effectifs. Si on manque de locaux pour le faire, on peut réquisitionner des locaux qui sont disponibles. C'est un défi logistique, j'entends, mais je crois qu'il faudrait bien maintenant se préparer à cela plutôt que d'envisager à chaque fois d'appuyer sur le bouton de l'enfermement ou de la réouverture en fonction des variations de l'épidémie. Il faut se préparer à ça. Bien évidemment, tout cela nécessite par ailleurs que d'autres choses soient mises en place. Laurence Ferrari, le Haut Conseil de santé nous dit maintenant qu'il faut éviter les masques en tissu et qu'il faut leur préférer les masques chirurgicaux ou FFP2. Quand allons-nous avoir la gratuité des masques que nous demandons depuis tant de mois maintenant? Imaginez le budget que ça représente pour plein de familles alors que la pauvreté explose dans le pays. Et puis on observe surtout le décalage entre le discours qui est donné au sommet, Emmanuel Macron qui nous avait dit la souveraineté, la relocalisation. Regardez par exemple, dans le Nord, il y a une usine qui s'appelle Mako Pharma qui produit des masques FFP2. Leur contrat avec le gouvernement s'est terminé au 28 décembre dernier. Ils produisent des masques FFP2 dont nos soignants ont besoin, dont on nous dit d'ailleurs qu'on va devoir de plus en plus y recourir. Et les contrats sont passés avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Espagne et la France, on n'achète même plus. Vous voyez, vous imaginez, c'est produit sur notre territoire. Pareil pour les vaccins. On voit bien que la question... Il y a plusieurs entreprises françaises qui produisent pour l'étranger actuellement. On voit bien une chose, c'est que Emmanuel Macron, au tout début de cette crise, avait fait une belle parole, comme il sait souvent le faire, en disant certains biens et services, vous vous en souvenez, doivent être placés en dehors des lois du marché. Eh bien, on voit que pour tous ces produits essentiels dont nous avons besoin pour faire face à la crise sanitaire, en réalité, c'est toujours le marché qui domine. Pourquoi avons-nous un problème avec le vaccin? Parce que c'est l'offre et la demande et la loi du marché qui continuent à s'appliquer, alors que si le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, comme Emmanuel Macron le disait lui-même, eh bien, il faudra en passer par les licences d'office, qu'on puisse contourner les brevets, que tout ça tombe dans la sphère publique et qu'on puisse organiser les conditions d'une production. Pourquoi la France n'a toujours pas son vaccin? Les conditions d'une production, on ne sait pas encore, nous, Français, fabriquer les vaccins ARN. Regardez l'échec que c'est pour un pays comme la France, la 6e puissance économique du monde, de ne pas avoir son vaccin alors que quasiment toutes les grandes puissances dans le monde l'ont. Sanofi, qui est quand même notre géant industriel, qu'Emmanuel Macron était allé visiter au printemps dernier, qui nous avait dit voilà, ça va être prometteur pour les vaccins. On se souvient d'ailleurs de la polémique avec le fait que Sanofi, malgré toutes les aides fournies par l'État, avait signé d'abord des contrats avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, que voit-on? Sanofi ferme des centres de recherche. On va passer de 11 centres de recherche en France à 3, 400 postes supprimés dans la recherche et 4 milliards de dividendes versés aux actionnaires de Sanofi au printemps dernier. Ça n'est pas possible. Je veux dire, on voit bien dans cette crise... Donc qu'est-ce qu'on fait? On nationalise Sanofi? Mais en tout cas, on pourrait procéder à des licences d'office pour des brevets. On pourrait réquisitionner des bâtiments Sanofi et des unités de production. On pourrait très bien imaginer produire un vaccin. Ils sont occupés actuellement pour fabriquer le vaccin de la grippe de la saison prochaine. Ce que les téléspectateurs savent peut-être pas. De production. Mais bien sûr, mais ce que les téléspectateurs savent peut-être pas, c'est qu'en réalité, il y a un vaccin français
français qui est en train d'achever son développement. C'est le laboratoire Valneva qui est situé près de Nantes. Ils produisent un vaccin dont les tests ne sont pas encore totalement terminés, mais c'est pour bientôt. Sauf que comme l'argent n'a pas été investi par la puissance publique, c'est les Britanniques qui ont signé les contrats essentiellement. Et la plupart des vaccins qui vont être produits par ce laboratoire franco-autrichien vont partir en Angleterre. Vous voyez, donc on voit bien que, encore une fois, cette logique qui vise à dire on va mettre des biens et des services en dehors de la loi des marchés, dorénavant rien ne sera plus comme avant. En fait, malheureusement, cette crise de la Covid, c'est bien la conjugaison entre deux choses. C'est pas que le virus, c'est le virus conjugué à un certain mode de production, d'échange, de consommation qui nous met en situation de plus grande vulnérabilité. Mais s'il n'y avait pas les fonds privés aujourd'hui, Adrien Quatennens, il n'y aurait pas de vaccin. Le problème, c'est quand les petites sociétés de BioNTech demandent des fonds, il n'y a que le privé qui répond présent. L'État répond absent. C'est un problème, et je vais même aller plus loin. Quand vous avez une entreprise, le nom ne me revient pas, mais cette entreprise de génie-thérapie, Ipsos Kesis, je crois, qui a été notamment financée par l'AFM Téléthon et la BPI, la Banque publique d'investissement. On apprend qu'elle va sans doute partir sous pavillon sud-coréen. Donc on voit bien finalement le décalage qu'il y a entre un discours qui nous parle de souveraineté sanitaire, de relocalisation de la production et en réalité le marché où tout se poursuit. Vous savez, cette crise de la Covid-19, au-delà de la question du virus, c'est l'échec d'un modèle, Laurence Ferrari. C'est l'échec de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde, le libre marché plutôt que la relocalisation, la souveraineté. Regardez les médicaments, parce qu'en plus d'un vaccin, il va nous falloir associer la stratégie vaccinale à une stratégie thérapique. On parle trop peu du médicament. Or, par exemple, des coûts de ces médicaments. L'Institut Pasteur de Lille est en train de travailler au développement d'une molécule, un repositionnement de molécules. C'est encore une nouvelle fois les fonds privés, en l'occurrence LVMH, qui a dû financer. Comment se fait-il qu'en France, nous ne puissions pas avoir, comme nous l'avons proposé, un grand pôle public du médicament? La France dépend à 80% de l'import pour ces médicaments, alors que dans les 20 dernières années, il y a 20 ans, on produisait 80% de nos médicaments. Mais vous ne m'avez pas répondu. On renationalise certaines entreprises, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais pourquoi pas, Laurence Ferrari? Il y a, pour le coup, pour reprendre une phrase d'Emmanuel Macron, il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. C'est lui-même qui l'a dit et c'est pas tous les jours que je cite Emmanuel Macron. Mais faisons-le dans ce cas-là. Et donc, il y a des moyens pour l'État pour le faire. Si, par exemple, on utilisait les licences d'office, on pourrait contourner les brevets. N'ayons pas peur. Condition qu'on sache fabriquer ces vaccins. N'ayons pas peur, quand l'intérêt général est en cause, d'assumer le fait qu'on a besoin d'un État stratège, planificateur. Et je pense que c'est ce que dit aussi cette crise de la Covid-19. Agnès Pannier-Runacher dit que ce que nous payons, c'est 30 ans de gouvernement qui n'ont pas investi dans l'industrie de la santé et l'absence de politique industrielle de santé. Elle n'a pas tort. Mais surtout, elle devrait avoir honte de parler ainsi. Pourquoi? Elle est responsable de tout? Écoutez, on a perdu 100 000 lits à l'hôpital, par exemple, du fait des politiques d'austérité, des politiques néolibérales. On a perdu 100 000 lits à l'hôpital en France en 20 ans. Oui, mais regardez la proportion. 7 400 sous Emmanuel Macron en 2 ans avant l'arrivée de la pandémie. Et Laurence Ferrari, vous devez savoir que pendant que la crise avait déjà cours, les lits continuaient à être fermés. Donc il y a sans cesse ce décalage de gens que vous recevez sur les plateaux qui peuvent vous raconter de très belles choses et des mots qui d'ailleurs souvent font plaisir à mes oreilles, mais qui en réalité dans leurs actes ne posent rien de concret pour rompre. Vous savez, c'est comme la crise financière de 2008. Vous vous en souvenez? On nous faisait des grands discours en nous disant dorénavant rien ne sera plus comme auparavant. On se souvient de M. Sarkozy, c'en est fini du capitalisme sauvage, on va prendre les leçons. Quelles leçons on a-t-on tiré? Aucune, c'est pire aujourd'hui qu'à l'époque. Eh bien la crise de la Covid, c'est pareil. C'est finalement une alerte générale pour dire il faut changer de modèle. Laurence Ferrari, peut-être malheureusement... De la santé, mais attendez, peut-être malheureusement que cette crise, je ne le souhaite pas, mais peut-être compte tenu de ce que les scientifiques nous annoncent, peut-être que c'est en fait une grande répétition générale de ce que les scientifiques nous annoncent, notamment les effets du changement climatique qui vont nécessiter notre pleine mobilisation. Laurence Ferrari, le changement climatique est commencé, il est désormais irréversible et on le sait, il va provoquer de grandes... la pandémie est d'abord une crise écologique et notamment d'après ce qu'on sait ou ce qu'on suppose des origines de cette crise. On n'en sait absolument rien. C'est bien en tout cas un modèle de développement. On ne connaît pas l'origine du virus. La concentration des animaux. Oui, mais vous voyez bien qu'on a quelques hypothèses sur lesquelles travaillent pour le coup des spécialistes et des enquêteurs les enquêteurs de l'OMS viennent d'arriver sur place. Qui mettent en cause un mode de développement. Moi je le dis, il va falloir changer de modèle et donc passer d'une société qui est celle du modèle libéral que j'ai décrit, j'y reviens pas, ou une société où on met l'entraide. Il va falloir se serrer les coudes et faire face notamment aux effets du changement climatique et pour ça engager la bifurcation écologique et pour le faire il faut des outils industriels, un État fort, précisément ce qu'Emmanuel Macron est en train de casser. L'actualité, c'est aussi le Beauvau de la sécurité qui a démarré officiellement cette semaine dans un contexte de violence, de tension. 2 policiers ont mis fin à leur jour, ne serait-ce que hier. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des policiers qui chaque jour sont confrontés à l'hostilité, au jet de projectiles lors des manifestations? Vous les comprenez? Bien sûr que je le comprends. Il y a une tension dans la société, c'est très clair.
et on le voit bien. Mais le Beauvau de la sécurité, bon, c'est pareil, c'est de la communication. On a eu le Ségur de la santé, on a eu le Grenelle de je sais pas quoi, toutes sortes de comités Théodule. Et maintenant, alors que M. Darmanin vient de présenter le livre blanc, qui était précisément justement une globalité sur la politique de sécurité, on a, parce qu'il y a eu l'affaire notamment de l'agression de M. Zecler, il y a eu les violences policières qu'Emmanuel Macron d'ailleurs a reconnues, alors il fallait reposer un acte de communication, ce sera le Beauvau de la sécurité, avec d'ailleurs des éléments de langage qui parfois reprennent dans des choses que nous disons depuis un certain temps. Vous savez, nous disons, Laurence Ferrari, qu'il faut refonder la police républicaine de ce pays, qu'il faut accroître ses moyens humains, en recrutant davantage, ses moyens matériels, voyez l'état de certains commissariats, les heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Nous disons qu'il faut accroître les formations des policiers et nous voulons pour notre part, et je n'ai pas vu que Gérald Darmanin reprenait ça à son compte, mais nous voulons réinstaurer une police de proximité qui connaisse la population des quartiers, qui soit à sa proximité directe. Il faut pacifier les relations entre la police républicaine de ce pays et la population. Voilà. Mais pour vous, la police, ce n'est que les violences policières. Vous n'avez pas peur d'essentialiser les policiers en disant ça? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Vous voyez bien que non. Vous avez parlé des policiers, je vous ai parlé de leur ras-le-bol, vous m'avez dit violences policières. Mais je vous ai dit qu'Emmanuel Macron, les ayant reconnus, il fallait qu'il repose un acte. Non, je vais être très clair, Laurence Ferrari. Il l'a reconnu une fois dans une interview et je pense qu'il s'en est... Mais oui, mais le Beauvau de la sécurité est notamment issu de cette séquence politique d'Emmanuel Macron et de son exercice de communication. Je veux dire une chose très claire, et je pense que les policiers qui auront l'oreille attentive m'entendront. Quand nous disons qu'il y a des violences policières, et nous ne sommes plus seuls à le dire d'ailleurs, c'est pas pour dire que tous les policiers seraient des violents, c'est pour dire qu'il y a des violences policières. Et quand nous le disons, c'est que c'est vrai. Et notamment, ces bavures doivent être notamment réparées. Et les violences contre les policiers aussi doivent être sanctionnées. Mais c'est une évidence. Et d'ailleurs, mais c'est une évidence. Justement. C'est une évidence. Il s'agit de refonder le lien entre la police et la population. Et vous savez, par exemple, sur la question des violences policières, il y a une chose qu'on pourrait faire très simplement, c'est que tout le monde voit bien que l'IGPN est une vraie mascarade, qu'en général, ça sert plutôt à couvrir ce qui s'est passé et qu'il y a rarement de suite. Il y a un nombre record de sanctions qui ont été prononcées par l'IGPN ces dernières années. Regardez bien le détail de ce qui est proposé. Vous verrez que les victimes ne se sentent pas indemnisées. Je pense qu'on devrait avoir, regardez, une instance. Double sanction administrative. On devrait avoir une instance dans laquelle vous auriez... Là, le problème, c'est que ce sont des policiers qui décident entre policiers du sort de policiers. On devrait avoir une instance où il y aurait de la respiration démocratique, où vous auriez bien sûr des policiers lambda. Mais vous auriez des policiers, vous auriez des magistrats, vous auriez des citoyens, comme vous dites, lambda, des citoyens tout simplement. Il faut rappeler une chose, les policiers, ils représentent le monopole de la violence légitime de l'État. Et donc leur action est à caractère public et doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle. Et par exemple, si nous rejetons la loi sécurité globale, c'est pour sa vision finalement, qui transfère des compétences de la police nationale à la police municipale, ce qui va créer des inégalités, qui fait la part belle à des entreprises de sécurité privées, alors que nous croyons à une police républicaine, un service public fort. Et puis surtout, c'est la gadgetisation de la police, le recours accru aux drones, les caméras piétons. Non, on a besoin de remettre des moyens les caméras humains. Piétons, vous dites pas bravo pour les caméras piétons? Non. Comme ça, on arrêtera de parler de violence policière? Mais attendez, c'est pas la solution que de mettre des caméras piétons pour dire qu'on arrête de parler de violence policière. Quand on permet, par exemple, à des journalistes ou à des citoyens de contrôler l'action des forces de police. Et je veux dire une chose très clairement, personne ne doit et personne ne peut, sans être sanctionné, menacer un policier. Il ne s'agit pas de ça. Ni le harceler. Mais évidemment, mais la loi d'ailleurs permet déjà de sanctionner ça, et fort heureusement. En revanche, reconnaissons que l'action des forces de police est une action par définition à caractère public et que donc il est normal, et d'ailleurs si nous n'avions pas les images bien souvent on n'en parlerait pas. Donc voilà, mais il y a autre chose à faire que cette dérive autoritaire, ce tout sécuritaire. En revanche, il faut des moyens, et notamment des moyens humains. Nous en manquons cruellement. On va parler un mot de séparatisme, parce que Gérald Darmanin est l'invité dans un tout petit instant de Pascal Praud. C'est sa semaine. C'est sa semaine. Notre pays est malade d'un séparatisme, l'islamisme, dit-il, qui gangrène notre unité nationale. Il faut savoir nommer la maladie. Qu'est-ce que vous dites à Gérald Darmanin? Mais je pense qu'il n'y a aucune difficulté à savoir nommer les choses. En revanche, une nouvelle fois, la loi qui s'appelait initialement loi contre le séparatisme, qui désormais s'appelle loi pour renforcer les principes républicains, passe complètement à côté des objectifs qui ont été fixés notamment par le président de la République dans son discours. Écoutez, Emmanuel Macron nous avait notamment parlé d'un terreau social favorable notamment aux obscurantismes. Nous en sommes d'accord.
Mais que peut-on faire dans cette loi et qu'y a-t-il dans cette loi qui nous permettent de lutter contre ce terreau Priver social? certaines associations Absolument de subventions. rien. On va résumer la loi qui désormais s'appelle désormais conforter les principes républicains. Il faut dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous écoutent. D'abord, c'est une loi qui ne va rien permettre de plus pour lutter efficacement contre le terrorisme islamiste. Pour la raison, je vous l'ai dit, qu'il faudrait d'abord des moyens humains supplémentaires. Regardez dans l'affaire par exemple de M. Samuel Paty, le harcèlement qu'il a subi sur les réseaux, les menaces, on a un problème parce qu'on manque de moyens humains derrière les écrans pour faire le contrôle. La plateforme Pharos, c'est 30 fonctionnaires. Il en faudrait plusieurs centaines compte tenu des proportions que ça a prises. Il n'y a rien dans cette loi qui permette de lutter efficacement contre le terrorisme islamiste. C'est une loi qui prétend renforcer les principes républicains, lesquels les principes républicains n'a jamais que 3. On les connaît, la liberté, l'égalité, la fraternité. On ne peut pas parler. La laïcité dedans. On ne peut pas parler. Mais la laïcité, pour moi, c'est bien évidemment un pilier de la République. C'est ce qui permet, en quelque sorte, de vivre en commun malgré nos différences, y compris d'appartenance religieuse. Mais ne confondons pas deux choses. Ne confondons pas la laïcité qui sépare la politique de la religion, qui fait que l'État est indifférent aux religions et ne s'en occupe pas. L'État n'a pas à se mêler, Laurence Ferrari, de l'organisation des religions. L'État a à se mêler de faire respecter les lois de la République. Et c'est déjà une vaste tâche. Donc ne confondons pas tout. Et parfois on confond dans les débats publics, et on l'entend, on confond la laïcité avec un athéisme d'État. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. La laïcité ne nie pas la capacité à croire ou à ne pas croire. Par exemple, la neutralité, elle est demandée aux fonctionnaires qui incarnent l'État, qui incarnent la République, mais elle n'est pas demandée aux citoyens qui se promènent dans la rue. On ne va pas instaurer une police du vêtement. Alors ils sont assez habiles parce que... Mais c'est pas dans la loi, tout ça. Mais alors c'est pas dans la loi. Eh ben, vous avez raison. J'y venais, Laurence Ferrari. Le voile n'est pas dans la loi, mais regardez. Et ça vous choque? Mais non, mais regardez justement les débats à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin nous dit le voile n'est pas dans la loi, le voile n'est pas dans la loi. On ne parle que de ça. C'est la surenchère à la stigmatisation en particulier d'une religion. Et vous allez voir pendant 15 jours des discours qui vont déferler à la haine. Bah oui, ça n'est pas dans la loi et pourtant on ne parle que de ça. En revanche, dans la loi, il y a quelque chose puisque la loi prétend renforcer les principes républicains. Regardez ce qu'elle instaure en termes de laïcité. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Vous en êtes d'accord? Eh bien, en réalité, cette loi vient à contresens de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. On peut le dire, quand vous regardez dans le détail, cette loi est d'inspiration concordataire. En quelque sorte, elle fait en sorte qu'il y ait une sorte d'organisation des religions par l'État lui-même. Et d'ailleurs, les religions vont disposer avec cette loi de moyens supplémentaires. C'est un peu technique, mais d'un mot, les biens de rapport, c'est les immeubles, les biens immobiliers, que désormais, avec cette loi, les églises pourraient en quelque sorte gérer. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Puisqu'ils veulent renforcer les principes républicains, la France insoumise est au rendez-vous, elle fait des propositions. Et vous verrez alors qui sont vraiment les ambigus, qui sont ceux qui ont la laïcité à géométrie variable. Par exemple, quand nous proposons d'interdire que des élus en fonction puissent assister ès-qualité à des cérémonies religieuses, par clientélisme, à des ruptures de jeûne. Nous ne le voulons pas. Vous ne verrez jamais un élu insoumis participer à des cérémonies religieuses en sa qualité d'élu. Eh bien, quand nous voulons l'interdire... On les voit dans les manifestations contre l'islamophobie, en revanche. Ah, mais alors là, vous me permettez une clarification, Laurence Ferrari. La République, c'est pas de géométrie variable. Quand un assaillant attaque une mosquée, tire sur des croyants, comme c'était le cas à Bayonne, vous n'aviez pas un ministre, pas une initiative gouvernementale. Alors, cette manifestation du mois de novembre était une manifestation dans laquelle... Vous ne la regrettez pas? Ben non, parce que si vous avez regardé de plus près ce qui s'y est passé, vous avez des tas de gens... Les slogans vous avez des scandés. Vous avez des tas de gens, oui, qui étaient et bien notamment la Marseillaise, chantée à tue-tête, pas que cela. La laïcité, qui a été effectivement réclamée par beaucoup de gens, et pour quelques personnes... Par tout le monde, vous le savez parfaitement. Laurence Ferrari, je le sais parfaitement, mais cette manifestation, il y avait la CGT, il y avait la LDH, il y avait Europe Écologie Les Verts représentés, le Parti communiste français. Je veux vous dire une chose, Laurence Ferrari. Quand nos concitoyens, quelle que soit leur religion, sont menacés, sont attaqués en fonction de leur appartenance à un culte. Manipulés par les indigénistes? Non, absolument pas. Est-ce que vous regrettez encore? Je vais répondre à votre question par une question et vous allez voir que non. Et scandés pendant cette manifestation. Madame Laurence Ferrari, quand je participe à une manifestation, quelle qu'elle soit, même quand il y a des revendications sociales, il y a parfois des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Par exemple, je suis strictement opposé à la violence en politique. Quand il y a des manifestations auxquelles je participe où il y a des violences, j'ai pas envie qu'on me nie le fait de pouvoir en être. Donc, s'il y avait quelques personnes dans la manifestation, vous non plus. S'il y avait quelques personnes en manifestation, ceux qui ont crié à la Akbar, etc., ce n'était pas le lieu pour le faire, il ne le fallait pas, et je ne suis pas d'accord. Je préfère ceux qui ont chanté la Marseillaise et qui ont réclamé être sous la protection de la République. Mais Laurence Ferrari, quand nous avons marché, nous, la France insoumise, pour accompagner la famille de Madame Mireille Knoll, qui venait de subir un attentat antisémite, nous avons été agressés et sortis de la manifestation par un groupe violent
la Ligue de défense juive notamment. Et à cette heure-là, personne ne nous a dit pourquoi aller vieux cette association et les organisations violentes. Il fallait en être. Nous ne faisons pas de géométrie variable. Et nous regrettons que certains, en revanche, le font et qui utilisent la laïcité, la République. Tout le monde parle de la République, de la laïcité, sans même la comprendre et en pensant d'ailleurs qu'il y aurait une religion qui mériterait qu'on la regarde de plus près et d'autres non. Mais juste un mot, vous dites que ce n'est pas le lieu pour créer Allahu Akbar dans une manifestation. C'est où le lieu en fait? Mais non, mais il n'y a pas de lieu. Ce que je veux dire, non mais si, à la mosquée, ça veut dire Dieu est grand. Voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que dans cette manifestation, il y avait d'abord et avant tout une réaction à une montée de la stigmatisation et surtout un événement grave, un attentat contre une mosquée. Et tout républicain, tout laïc conséquent, qui ne fait pas simplement du verbiage creux, devrait en être, quelles que soient les confessions menacées, sans géométrie variable. Et donc je le redis, dans ces débats, puisqu'il s'agit de renforcer les principes de la République, vous nous trouverez au rendez-vous. Mais il y a plein d'amendements qui sont supprimés avant même que les débats commencent. Laurence Ferrari, il y a 500 communes en France, 500, dans lesquelles il n'y a pas d'école publique, par exemple. C'est un problème. Il faut renforcer nos anticorps républicains. Quand la République recule, quand les services publics reculent, quand le tissu associatif recule, vous en avez d'autres parce que la nature a horreur du vide qui viennent s'y insérer. Comment se fait-il que dans ce débat, on ne puisse pas en parler? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas parler d'un vrai séparatisme qui opère, le séparatisme social, qui fait que dans les écoles, on voit bien que finalement, selon les niveaux de revenus des parents, vous avez une concentration dans tel ou tel endroit. Faire République, c'est aller jusqu'au bout de ces principes et les faire advenir concrètement sur le terrain. Un dernier mot en une phrase que je vous ai promis que vous puissiez évoquer ce qui se passe dimanche. Vous êtes déjà en campagne, c'est ça? Oui, alors il n'y a pas de campagne présidentielle dans le pays, mais nous sommes en campagne parce que nous pensons que nous avons besoin d'un temps long pour créer une majorité d'adhésion dans ce pays. Un programme, c'est essentiel. On ne va pas parler sans cesse de la couleur de la cravate de tel ou tel, c'est d'ancrer un programme dans la durée. Donc nous avons commencé une première séquence qui est sur la démocratie, les libertés, et notamment notre volonté d'en passer à une 6e République par une assemblée constituante. Et donc c'est dimanche, il y a une revue qui est sortie en librairie et ce dimanche, on fait un meeting, une émission avec Jean-Luc Mélenchon, dimanche à 15h, en réalité augmentée. Il y aura quelques surprises, notamment des citoyens qui ont enregistré des hologrammes. On essaye d'être inventif et de faire une campagne sous Covid. Voilà. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'être venu ce matin sur CNews.